La notion de violence de guerre est une nouvelle venue dans l'univers conceptuel des historiens. On travaille sur la violence de guerre essentiellement depuis 1997-98, ça fait 16, 17, 18 ans qu'on travaille là-dessus. Il faut historiciser un petit peu l'immersion du sujet. Je pense que précisément l'immersion du sujet, elle est indissociable du ressurgissement de la guerre dans les horizons d'attente et dans les tubes cathodiques des Européens de la fin du XXe siècle. Au moment de la Yougoslavie, quelque chose s'est passé dans les sciences humaines et sociales, quelque chose d'extrêmement important et qui fait que ce sujet-là, le sujet de la violence, le sujet de l'agression interspécifique, a réenvahi les sciences humaines et sociales. J'en veux pour preuve, on va en donner simplement un exemple, c'est Jean Guillaine et Jean Zammit, qui sont deux préhistoriens et qui expliquent dans un de leurs très grands livres, qui s'appelle Les Sentiers de la guerre, visage de la violence préhistorique, que jamais ils ne se seraient réintéressés à la violence entre les hommes s'ils n'avaient pas vu réapparaître sur leurs écrans de télé les images d'Omarska, de Prijedor, et bien sûr celle de Srebrenica. Alors, ce qui est intéressant dans la notion, donc, c'est que jusqu'aux années 90-95, en gros, ce que les hommes faisaient aux hommes sur les champs de bataille, mais aussi en dehors, était quelque chose qui était une sorte d'épiphénomène allant de soi dans la guerre. S'il y a guerre, il y a violence, et la violence, elle s'exerce entre les hommes, et on ne s'y intéressait pas parce que ça paraissait tellement naturel que voilà, on ne s'y intéressait peu. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez le très grand travail de Denis Crouzet sur les guerriers de Dieu qui arrive à soutenance en 1989. Il n'en reste pas moins que massivement, les sciences humaines et sociales se mettent à travailler sur la violence de guerre, la violence exercée en guerre, dans les années 90. Alors, en France, ça va se passer de la façon suivante. La France est un pays pionnier en ce qui concerne cette chose-là. Ça se passe de façon différente dans les autres, aux États-Unis, en Allemagne notamment. Mais en France, le travail sur la violence de guerre vient d'une alliance entre deux môles, deux équipes scientifiques et deux thématiques. C'est les spécialistes de la Première Guerre mondiale autour du centre de recherche de l'historial de la Grande Guerre de Péronne et Stéphane Audin-Rousseau et Annette Becker d'un côté, et de l'autre, l'Institut d'histoire du temps présent, avec Henri Rousseau, Nicolas Werth, Daniel Wollmann, qui mettent en place un colloque qui va avoir lieu en 1999 sur la violence de guerre et la question de l'approche comparée des deux conflits mondiaux. En fait, la violence de guerre sert à ces historiens, au départ, à mettre en place une interrogation qui soit une interrogation transversale sur les deux guerres, pour essayer de comprendre, en fait, non plus chacune des guerres individuellement, mais la séquence qui va de 1914 à 1945 comme une seule et même séquence, avec bien sûr un entre-deux-guerres, bien sûr 20 années de paix, mais encore faut-il aller interroger les évidences et s'apercevoir par exemple que l'un des intellectuels SS sur lesquels j'ai travaillé, Siegfried Engel, appelle cette période l'apparent silence des armes. Qu'est-ce que c'est la guerre ? Qu'est-ce que c'est l'expérience de guerre? Quand est-on en guerre? Quand n'est-on plus en guerre? Voilà des questions qui apparaissent dans le sillage de ce que va être l'interrogation sur la violence de guerre. Bien sûr, les gens avaient déjà travaillé sur l'entrée en guerre. Il y avait eu la grande thèse de Jean-Jacques Becker sur l'entrée en guerre. Mais par exemple, sortir de guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que sortir de guerre, est-ce que le 8 mai 1945 à midi, la guerre est terminée? C'est une vraie question. Est-ce que le 11 novembre 1918, à 11h, quand le clairon sonne, la guerre se termine? Vous posez la question à un Français et vous posez la question à un Allemand, la réponse sera déjà radicalement différente selon la nation, mais pour la bonne dizaine de milliers d'hommes blessés et qui meurent après le 11 novembre ne change rien non plus. La question n'est pas là. Et donc, s'apercevoir que la guerre est un processus, que l'expérience de guerre dépasse très souvent les dates qu'on veut bien lui amener, ça fait partie des acquis que la recherche en termes de violence de guerre nous a permis de mettre en lumière. Il n'en reste pas moins que l'expérience centrale de la guerre, c'est la bataille, et que l'expérience centrale de la bataille, c'est la question de ce que les hommes font à d'autres hommes. Et on doit à cette équipe, à cette espèce de coalition qui s'est formée entre chercheurs de la Première Guerre mondiale et chercheurs de la Seconde Guerre mondiale, d'arriver à historiciser la chose et à trouver des moyens
trouver des moyens de regarder ce qui est en train de se passer. Là, le premier de ces moyens, ça a été de dire, avec John Keegan et Stéphane Audouin Rousseau, que les hommes qui se font la guerre sont prisonniers de leur culture et que donc ce qui se réfracte dans la guerre, c'est la culture des hommes. Et on peut ainsi aller voir un certain nombre de conflits, aller voir un certain nombre de batailles et voir ce qui se joue dans ces batailles. Et c'est ainsi, si vous voulez, que ce qui a été commencé en 1999 avec ce colloque sur la violence de guerre, l'approche comparée des conflits mondiaux, on a pu continuer à le faire sur les violences de guerre de tout le siècle. Hein. Se sont adjoints à ce premier groupe dans les années où on a fait ce séminaire violence de guerre entre 2000 et 2005, se sont adjoints des spécialistes de l'Indochine, des spécialistes du Vietnam, des spécialistes de la guerre d'Algérie, on a travaillé sur la Tchétchénie, on peut et on sait désormais travailler sur pratiquement toutes les formes de conflits au XXe siècle, au XXIe siècle, à ce que je peux voir de ces conflits hein, à l'heure actuelle. Toujours sur violence de guerre, comment l'historien, au regard de l'évolution des techniques, depuis les gaz de 1914 jusqu'aux drones d'aujourd'hui, comment l'historien mesure la violence? Ça, c'est la question de la mesure de la violence, c'est une question très intéressante. Parce qu'on peut faire des mesures qui sont des mesures exogènes, compter le nombre de morts, compter le nombre de blessés, le ratio entre prisonniers et morts, entre blessés et tués, etc. On arrive à mesurer plein de choses comme ça. Hein. Dans une guerre comme la Première Guerre mondiale, s'apercevoir qu'il y a des armées comme l'armée serbe ou l'armée russe dans lesquelles il y a plus de morts que de blessés, ça ne montre qu'une chose, ça ne montre que les systèmes sanitaires ne se sont jamais remis de l'effroyable violence qu'est la modernisation des armées avant 1914, et que malgré la révolution pastorienne, malgré l'apparition de l'asepsie, etc., on n'a jamais réussi, les systèmes sanitaires de ces armées se sont effondrés, et donc un blessé meurt, point. Alors, ça c'est valable. Et ce ratio mort-blessé, on le voit très bien chez les Serbes, chez les Français ou chez les Allemands. Ça nous donne ces ratios mort-blessés nous donnent des résultats radicalement différents. Donc, ça c'était un premier exemple de mesure qu'on pouvait prendre. Deuxième type de mesure qu'on peut prendre, qui est très intéressant, c'est le ratio entre morts et armes confisquées. Par exemple, dans les grandes unités, les grandes opérations antipartisanes sur le front de l'Est entre 1941 et 1944. Vous avez des opérations où vous vous retrouvez avec 30 000 morts et 800 armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ces opérations étaient de grandes opérations d'agression contre les sociétés paysannes locales qui étaient accusées de servir de réservoir et de réservoir d'hommes et de réservoir de ravitaillement aux partisans, et que les Allemands ne prenaient pas la peine même de poursuivre véritablement les unités partisanes, mais prenaient une zone et massacraient tout le monde dedans. Si vous rajoutez en plus que ces opérations servaient souvent d'opérations de liquidation clandestine des derniers ghettos qui existaient dans cette truc-là, vous vous apercevez très bien que cet indice que nous avons ici du ratio prisonnier-nombre d'armes est un indice précieux, même pour regarder la violence à l'heure actuelle, pour comprendre qui combattent les grandes forces. Hein. On verra ce que donnera le ratio entre victimes et armes prises à Falloujah, hein, que sont en train de reprendre les milices chiites, mais il est à craindre que ce ratio soit ridiculement bas. Est-ce qu'il y ait des milliers de victimes et quelques centaines d'armes, hein, ce qui nous montrera indubitablement que les chiites ont massacré des populations. Si vous voulez, on pourrait reprendre, ça serait terrible à faire, mais on pourrait reprendre les chiffres à Grozny en 1994. Hein, 35 000 morts. 35 000 morts. Pour combien d'armes? Pour même pas 2000. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les opérations de maintien ou de reconstruction de la légalité démocratique russe à Grozny en 1914, je veux dire, sont des opérations de massacre de la population. C'est tout simple. Et on voit bien, en effet, que chaque guerre se tient dans un horizon des possibles d'une société et d'une culture donnée, et que à l'intérieur de ces horizons des possibles, les différentes entités qui la font des choix et peuvent comme ça changer radicalement le caractère d'une guerre. Quelle différence l'historien fait-il entre violence de guerre et massacre, dans la mesure où les massacres furent étudiés par Jacques Semelin et d'autres? Le massacre
est un moment particulier de la violence de guerre. Il peut y avoir des massacres sans violence de guerre. Il peut y avoir, cela arrive notamment dans la guerre dans le désert, des violences de guerre sans massacre. Il n'en reste pas moins que l'articulation entre les deux est quelque chose d'extrêmement important. La question de l'agression contre les civils par des formations militaires, c'est une question qui est extrêmement importante, qui est extrêmement complexe et qu'il faut toujours prendre de façon contextualisée. Hein. On ne peut pas avoir une théorie de l'agression contre les civils. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de signes peuvent donner un surcroît de prévisibilité à l'agression contre les civils. Le fait pour une petite unité de subir des pertes. Le fait que ces pertes, donc la question du deuil, extrêmement importante en unité combattante pour expliquer expliquer ce que les militaires appellent des débordements, qui ne sont jamais des débordements, qui sont toujours des choses qui sont perçues en réponse. Hein. À My Lai, par exemple, vous avez ce célèbre massacre qui eut lieu au Vietnam et pour lesquels les Américains, qui est devenu un scandale national, etc. Le massacre de My Lai est précédé 15 jours avant par un attentat qui a été commis par des enfants vietnamiens qui ont été instrumentalisés et dans lequel 2 des soldats de cette compagnie Charlie qui va commettre le massacre de My Lai ont été tués. À partir de ce moment-là, une des barrières qui fait que les soldats, théoriquement, ne tuent pas d'enfants, sautait. Les enfants étaient passés du côté des adversaires, voire des ennemis, et l'agression contre les enfants était désinhibée. Après, évidemment, la question du politique dans le massacre est toujours une question à interroger. Y a-t-il une chaîne hiérarchique qui a, si ce n'est permis, du moins laissé faire le massacre? Est-ce que, par exemple, dans le cadre de la grande révolte de Varsovie de l'été 1944, il y a 4 jours dans lesquels Himmler a laissé, a produit un ordre clairement exterminateur. Tout le monde devait mourir. Ça n'a duré que 4 jours, parce que de toute façon, c'était pas impossible à faire. Mais pendant ces 4 jours-là, il est clair que le massacre est non seulement, si vous voulez, permis, mais en plus ordonné. Hein. Et quand on regarde l'avancée des unités qui sont en train de reprendre la ville, on s'aperçoit que sur 600 mètres, il y a 16 fosses. 16 fosses, 15 000 personnes. Hein. Donc, si vous voulez, on se retrouve avec des niveaux de violence une fois que le massacre est permis, à des niveaux de violence qui est extrêmement important. La présence du politique, on la voit aussi dans la planification, dans les choix logistiques, etc. On s'aperçoit que en 1995, en juillet 1995 à Srebrenica, le 8 juillet, quand les Français refusent les frappes aériennes au bataillon néerlandais, les Serbes savent qu'ils vont pouvoir prendre la ville. À partir de ce moment-là, on s'aperçoit, en lisant leurs archives, que, 1, le massacre est décidé, et que 2, commence à se rassembler autour de Srebrenica une noria de bus et d'engins d'excavation. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que les photos aériennes, les photos de la reconnaissance aérienne et les photos satellitaires montrent que se met en place un véritable dispositif qui va être un dispositif de diffusion des victimes vers des centres d'exécution, mais ce dispositif de diffusion des victimes vers les centres d'exécution se double aussi d'un double système d'excavation pour les enfouir, mais ensuite pour les redéterrer et rediffuser de façon encore plus simple. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le massacre a été prémédité au moins 4 jours avant. Et 2, ça veut dire que les gens savent parfaitement qu'ils sont observés et que tout ça va servir un jour à les juger. Et donc, ils essaient de faire disparaître les preuves, c'est-à-dire les cadavres. Hein. Et c'est pour ça que on peut mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de l'étude de l'État dans le massacre pour essayer de comprendre comment l'État a un rôle d'abord un rôle légitimateur, ensuite un rôle logistique, et puis d'autres rôles plus subsidiaires, je dirais, d'escamotage, de négation, etc., etc. La première chose donc, c'est que la guerre est pratiquement un universel. En second lieu, la guerre, on vient de le dire, est une espèce de kaléidoscope qui est fait de tellement de déterminants, les combinatoires sont pratiquement innombrables qu'il existe des centaines de milliers de formes de guerre.
hein, qu'on peut essayer de subsumer, des guerres de position, guerre de partisans, guerre de mouvement. On peut toujours mettre en place des typologies, il n'en reste pas moins que ces typologies sont toujours un peu incomplètes. Il est clair que la grande caractéristique occidentale, c'est évidemment l'invention et l'utilisation absolument massive de la poudre à canon, du projectile, puis du projectile conique, et la révolution de l'armement du XXe siècle. Mais même ainsi, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse faire de Napoléon l'inventeur du massacre moderne. Le siège de Magdebourg en 1648, c'est une espèce d'horreur. La guerre de 30 ans, sans les inventions du XVIIIe siècle, la guerre de 30 ans vide quand même à peu près l'espace germanique de 80 à 85% de sa population. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas tué par quelqu'un. Hein, la peste, le choléra, les famines, la fuite, et le grand responsable de cette hécatombe de l'espace rhénan, de l'espace germanique, mais il n'en reste pas moins, si vous voulez, que les grands massacres ne sont pas l'apanage du 19e et du 20e siècle. Ce que par contre, on peut dire, c'est que comme la guerre et le massacre sont le reflet des cultures qui les opèrent, le fait que les sociétés en instance de révolution industrielle et d'explosion démographique aient mis en place des armées industrielles et des fourmilières humaines. Hein, je rappelle quand même que ce sont plus de 70 000, je ne sais plus exactement le chiffre, je pense que c'est 70 millions d'êtres humains qui se sont écharpés entre 14 et 18. 70 millions d'êtres humains. C'est l'équivalent de toute l'Europe de 1346, celle de la Grande Peste. C'est inimaginable, inimaginable. Hein. C'est une bataille comme Verdun, c'est 750 000 pertes. La bataille de la Somme, le premier jour, 60 000 morts. 60 000, dont on pouvait sauver les 3/4. Hein. Qui est prise en charge dans un mode normal, etc., aurait pu être sauvé. Donc la question de la modernité des sociétés industrielles et des moyens qu'elles mobilisent pour s'écharper et s'agresser est une question qui est absolument centrale, et c'est la question du XXe et du XXIe siècle. C'est évident que on a observé entre 1815, maintenant, entre 1789 et 1945, on a une longue séquence que l'on peut caractériser de deux façons. La première de ces séquences a consisté à une première guerre européenne, puis à un long siècle de délégation de la guerre à l'extérieur de l'Europe avec les guerres coloniales de 1815 à 1914. Hein. Il n'y a pas moins de 200 guerres quand même. Hein. Le 19e siècle n'est pas un siècle de la paix. Hein. Et ensuite, une séquence de totalisation dramatique du conflit de 1914 à 1945. Puis, une nouvelle séquence de délégation de la guerre hors de l'Europe, hein, qui va durer de 1945 à 1991. Et j'en ai bien peur, hein, le renouveau de la guerre en Europe à partir de 1991, même si, évidemment, il est trop tôt pour dire la postérité que vont avoir les guerres en Yougoslavie, au Kosovo et la guerre en Ukraine. Mais vous voyez bien en quoi on a une lecture séquentielle qui est certes intéressante, mais que il est difficile d'articuler de façon directe les choix économiques et sociaux d'une société, et notamment de la société européenne occidentale, avec les formes de guerre. On a eu une guerre totale dans une société qui était en train de vivre sa première et sa deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, celle du nucléaire, de l'informatique, etc., donne lieu à des guerres qui sont des guerres quand même extrêmement ambigu, jamais total, à la fois délégué, plutôt délégué vers l'extérieur, mais qui ne sont jamais des guerres dans lesquelles on engage des armées nombreuses, etc., etc. Et les doctrines qui sont mises en place par les armées occidentales, que ce soit la contre-insurrection, la guerre hybride, etc., etc., masque mal le fait que, malgré tout, la prochaine guerre à laquelle s'attendent une partie des états-majors est une nouvelle guerre totale.